Bienvenue à la 3e édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts organisée par l'Institut Jacques Delors. 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité européenne et présentons nos nouvelles publications. Welcome to the 3rd edition of EuroQuestion, the Jacques Delors Institute's bi-weekly short webinars to analyze European news and present our publications. This webinar will be held in French. An interpretation channel towards English is available via the interpretation icon on the bottom right of your screen. Aujourd'hui, nous accueillons notre experte en charge de la politique commerciale de l'Europe dans la mondialisation et du Brexit, Elvire Fabry, qui, à la veille du Conseil européen, évoquera l'état des négociations du Brexit. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions et réponses en bas de votre écran. Elvire Fabry se fera un plaisir d'y répondre dans la seconde partie de ce webinaire. Je passe la parole à Elvire Fabry pour sa présentation. Bonjour à tous. Écoutez, je pense que c'est un moment clé pour faire un petit point dans l'avancée des négociations après tant de semaines, de mois où on a le sentiment que les choses n'ont pas beaucoup bougé. On est à la veille du Conseil européen qui a été fixé qui a été fixé par le Premier ministre britannique Boris Johnson comme l'échéance à laquelle on devait parvenir à un accord, et en tout cas la décision serait prise ou pas d'activer les plans d'urgence qui permettraient d'atténuer le scénario de no deal si c'était un cas une situation d'échec, si on n'arrivait pas à parvenir à un accord, ou si on pouvait avoir une déclaration commune sur un potentiel accord. Alors, je vous propose de faire un petit point un petit peu sur cette échéance, sur les principaux points de blocage, en tout cas ce qui transparaît des négociations, et puis le périmètre un petit peu de cet accord tel qu'on pourrait l'envisager, et l'état de préparation des acteurs de part et d'autre. En quelques minutes, avant de pouvoir aborder ensemble les questions que vous voudriez évoquer. Sur cette échéance de mi-octobre, les Européens ont été très clairs. Le critère, évidemment, c'est le délai nécessaire pour pouvoir ratifier un potentiel accord. Côté européen, l'échéance, elle est plutôt reportée à début novembre. D'autant qu'actuellement, il semblerait que l'on ait une nouvelle dynamique dans les discussions, une appétence un peu plus importante du côté britannique. Ce qui voudrait dire que je crois qu'à ce stade, je ne m'avance pas beaucoup, si on peut considérer qu'on n'aura pas d'accord d'ici demain, d'ici le Conseil européen, ce serait très surprenant. Et en tout cas, il n'y a pas de signaux de fumée qui puissent l'indiquer. En revanche, d'ici 15 jours, voire encore un petit peu plus début novembre, ce serait véritablement l'échéance finale pour essayer de faire tenir un accord si on arrive à débloquer les principaux points de blocage. Ils ne sont pas nouveaux. La question de l'encadrement des aides d'État, le fameux level playing field, la question de la pêche, la question de la gouvernance d'un accord. Ce sont les 3 têtes de chapitre. Mais il y a d'autres enjeux derrière dont on voit qu'il y a un certain nombre de zones grises qui flottent. Alors, si on reprend l'épicentre, le point névralgique véritablement de cette négociation, qui est l'enjeu de l'encadrement des aides d'État, je pense que c'est important de garder à l'esprit les explications qui justifie la pression européenne sur cet enjeu. On se rappelle que la position initiale de l'Union européenne était une position très offensive, demandant à la partie britannique un alignement dynamique sur les réglementations européennes, dont on sait qu'elles sont strictes. Et cette exigence est particulièrement forte, pas simplement parce que le Royaume-Uni est, on le sait, un pays tiers qui n'est pas comme les autres, qui est à la fois par la taille de son économie, sa proximité géographique, son intégration dans l'économie européenne, le marché unique, mais parce que Boris Johnson, depuis sa campagne de 2019, défend l'idée d'un État beaucoup plus interventionniste et aspire à pouvoir récupérer une marge politique très importante sur l'usage des aides d'État. Et on serait tenté de considérer, a fortiori dans le contexte post-Covid, où on voit que des flots d'aide publique sont nécessaires à la fois pour gérer la question de la pandémie et la question de la relance économique.
Mais si les Européens sont particulièrement vigilants sur cet enjeu, c'est pour éviter que l'on puisse avoir la mise en pratique de pratiques commerciales qui mettraient en place des distorsions de concurrence ou une concurrence déloyale vis-à-vis de l'Union européenne, qui pourrait créer des distorsions au sein du marché unique européen, et puis que ça fait partie d'un dispositif d'ensemble où, avec la Suisse, notamment la République helvétique, ils ont négocié déjà en 2018 de renégocier par rapport à tous les accords précédents sur 5 accords principaux, un alignement dynamique sur les réglementations européennes et un mécanisme de règlement des différends. Si tant est que l'on s'éloigne de cette position un peu maximaliste européenne, l'enjeu actuellement dans les négociations qui irait plutôt vers une clarification de principes de la politique britannique en termes d'aide d'État, il faut se souvenir que Boris Johnson a reporté à 2021 la présentation de la politique britannique sur les aides d'État après une consultation publique et ne serait-ce que la clarification de principes généraux de conduite de cette politique d'encadrement des aides d'État mérite une discussion approfondie au-delà même des enjeux de transparence et de notification qui sont la base de ce qui est requis pour un membre de l'OMC, même si on sait qu'un certain nombre de pays dans le monde font défaut à ce principe, à cette exigence. Là, la position européenne, elle est d'obtenir des engagements à la fois sur la transparence, les notifications, des principes généraux et surtout un mécanisme de règlement des différends qui permettrait d'appliquer des sanctions si on observe non-observation de ces principes qui ont été accordés ensemble. C'est une question qui va demander sans doute encore une marge de manœuvre, d'autant plus que la position d'un Dominic Cummings, le conseiller de Boris Johnson, ces dernières semaines était plutôt de ne pas forcément favoriser la mise en place au sein du Royaume-Uni d'un organisme réglementaire, certes qui pourrait être autonome, mais qui pourrait être limité à un rôle consultatif, sans forcément qu'il y ait des règles très claires, mais qui serait plus un organisme qui rassemblerait les données de notification. Ce qui veut dire que c'est une approche très discrétionnaire de la politique de subvention que privilégierait le gouvernement britannique. Et c'est exactement à l'opposé de ce que souhaitent les Européens, en tout cas pouvoir disposer d'une structuration de la politique britannique avec un organisme autonome et qui ait une fonction de supervision qui permette de clarifier ce point. La deuxième question, la question de la pêche. Sur la question de la pêche, on sait que c'est un intérêt offensif fort des Britanniques. Ils l'adressent comme la principale carte de négociation qu'ils peuvent activer. Je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre la question des aides d'État, qui est un enjeu réglementaire, et la question de la pêche, qui est davantage un argument transactionnel, et que l'on va vraisemblablement garder, si ce n'est pour la fin, en tout cas, qui est vraiment conditionné par un déblocage sur la question des aides d'État. Sur cette question, il faut également garder à l'esprit que ce ne sont pas simplement les Européens qui sont très en demande et dépendants sur cette question. Quand on dit les Européens, la France a été très vocale sur cette question et a été très offensive. C'est non seulement tout l'ouest de l'Europe, on va dire toute la côte ouest qui est directement concernée par l'accès aux eaux de pêche britanniques, ce qui est en discussion, préserver l'accès actuel, mais également les pays de l'ouest de l'Europe, qui sont des grands importateurs de poissons écossais et qui pourraient être amenés à être plus intéressés par la pêche, les pêches qui sont effectuées par les États membres de l'Union européenne, sur lesquels il n'y aurait pas d'application de tarifs, alors que, par ailleurs, les contraintes de certification et de contrôle vétérinaire, enfin tous les contrôles SPS plutôt,
qui devraient être appliquées vont forcément induire un coût additionnel sur les importations de poissons britanniques. Et puis surtout, il faut garder à l'esprit l'interdépendance sur ce secteur des deux parties. Il faut se souvenir que les Britanniques consomment 70% de leur consommation de poissons est dépendante d'importations de poissons qui ont été pêchés par le reste des États membres et que 80% de leurs exportations de poissons sont destinées à l'Union européenne. Donc c'est une très forte interdépendance. Ils ont autant besoin de l'accès au marché européen pour les vendre, donc d'un accord, pour les vendre sans application de tarifs, des tarifs OMC, dont il faut se souvenir qu'ils peuvent quasiment atteindre sur certains poissons 20-25%, une augmentation très forte. Pour garder du temps pour les questions, je vais juste faire un petit point sur le périmètre de l'accord et sur l'état de préparation auquel nous sommes. Le périmètre de l'accord, il est très flou actuellement, parce qu'il faut savoir, au-delà de la question, l'objectif principal qui est de ne pas restaurer de tarifs et de quotas, qui serait la base de l'accord commercial, il y a beaucoup de questions à gérer, et notamment sur des questions comme les principes d'équivalence sur les transferts de données, à la fois pour le secteur commercial, mais surtout en matière judiciaire et policière. Ce sont des questions qui sont beaucoup plus, qui ne sont pas claires à l'heure actuelle. Et la Cour de justice de l'Union européenne a pris position dans un sens qui ne laisse pas augurer qu'on puisse clarifier là dans les jours qui viennent très rapidement cette situation. Il y a sans doute un certain nombre de questions qui seraient de toute façon reportées au-delà de 21, au-delà de l'assiette de l'accord elle-même. Alors, la question qui se pose, c'est en cas de no deal, l'état de préparation des deux parties. Pour ce qui est des administrations des États membres, les évaluations qu'a fait la Commission européenne semblent dénoter un état de préparation très avancé. Et, les administrations ont pris leurs mesures, que ce soit à la fois pour les contrôles douaniers, sur tous les différents dossiers. C'est peut-être moins vrai du côté des entreprises. L'inquiétude reste toujours forte du côté notamment des petites et moyennes entreprises. C'est l'inquiétude qu'on avait déjà lors des deux derniers risques de no deal, notamment en 2019. Il y a un effet à la fois, d'une part, de lassitude, et puis évidemment de priorisation sur les enjeux liés à la récession économique actuelle, qui fait que l'on s'inquiète à l'heure actuelle un peu plus, davantage même encore que l'année dernière, d'un état d'impréparation peut-être plus important que par rapport à 2019 et qui appellerait encore à une mobilisation plus importante des entreprises. Je vais peut-être m'arrêter là pour pouvoir tout de suite aborder des questions ou élargir le débat. Oui, bien sûr. Donc, on rappelle à tous les participants que vous pouvez poser vos questions grâce à l'outil questions-réponses. Je vais peut-être poser moi-même la première question. C'est sur la question du no deal. Donc, tu l'as déjà évoqué. En cas de no deal, est-ce qu'on a plus de visibilité sur la politique commerciale comment est-ce que ça impacterait la politique commerciale britannique et européenne et quel serait l'impact d'un no deal sur ce volet-là? Je dirais que sur cette question, il y a encore des estimations récentes qui ont été faites depuis les premières estimations qui avaient été mises sur la table et qui évoquaient, d'abord pour l'économie britannique, un malus plus important, puisque le Royaume-Uni est plus dépendant du marché unique que ne le sont respectivement les États membres du marché britannique. Alors, il y a un an, on parlait encore d'un impact de moins 7,6% de PIB britannique sur 10 ans. Compte tenu du temps qu'on a eu pour préparer une éventuelle transition vers un no deal, l'état de préparation des services douaniers et toutes les mesures qui ont été prises, cette estimation, elle serait plutôt atténuée. Et en tout cas, pour l'année même qui vient, des estimations plus précises évoquent pour le Royaume-Uni une perte de 1,2 points de PIB simplement pour l'année 2021,
Par rapport à un deal, c'est ça qui est intéressant de retenir, c'est que pour le Royaume-Uni, ce serait une perte s'il y avait un deal, il faut savoir encore lequel, ce serait une perte de 0,6% de PIB. Et en l'occurrence, pour la France, ce serait plutôt 0,01% de PIB. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est de retenir non seulement évidemment les différentiels entre un deal et un no deal, mais c'est surtout, ça n'est pas la question tellement de la dilution, de l'impact d'un no deal dans ce qui est l'énorme récession économique actuelle, mais c'est plutôt la difficulté supplémentaire qu'un no deal rajouterait au plan de relance et à tous les efforts de relance, que ce soit de part et d'autre. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui l'obstination dans les négociations des Européens. Et c'est ce qui met sous pression Boris Johnson, à la fois dans son propre, plus largement évidemment de la part du parti travailliste, mais même dans son propre camp conservateur, notamment du côté des derniers élus conservateurs dans les terres travaillistes du nord du Royaume-Uni. Je pense qu'un élément supplémentaire, et là on peut peut-être évoquer la carte qu'on vous avez préparée, qu'on a diffusée hier en français, aujourd'hui en anglais, et qui est une illustration du défi du Brexit en cas de no deal, a fortiori, mais même en cas de deal, et la façon dont le Royaume-Uni va devoir compenser tout ce qu'il perdra comme accès côté Union européenne avec des partenaires beaucoup plus éloignés. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est la tendance de fond du commerce international à favoriser la régionalisation. Si on prend simplement le cercle qui concerne l'Europe, vous voyez que la dépendance, elle est très forte à la fois dans les échanges intra-européens, mais même à l'échelle du continent. Et c'est le même phénomène que l'on retrouve à travers le monde. C'est une tendance qui va se renforcer à l'ère du Covid, avec la nécessité de renforcer la résilience des chaînes de valeur et dans un contexte géopolitique plus compliqué. Et si on peut montrer peut-être le premier schéma, Mathieu. Là, vous voyez à la fois l'importance des échanges commerciaux ici de biens, et sur l'autre slide, ce sont les services, en fonction de la distance des différents partenaires. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va falloir, ça veut vouloir dire pour le Royaume-Uni, aller chercher, compenser avec d'autres partenaires beaucoup plus éloignés et avec lesquels l'éloignement a un impact sur les échanges commerciaux. Ce n'est pas simplement dans la négociation d'accords commerciaux. C'est-à-dire que la transition et le besoin de compenser va être très important. Et c'est tout l'enjeu du Brexit qui doit défier la force de gravitation de cette tendance du commerce international. Merci beaucoup. Alors, on a un participant nous demande: l'impact global commercial d'un no deal paraît très faible, selon ce que tu nous as dit. Le risque est-il plutôt sectoriel? Il est sectoriel, il n'est pas le même selon les biens. On sait particulièrement que dans le domaine de l'aéronautique, le domaine de l'automobile, où les allers-retours de pièces détachées sont très importants, ça pourrait être particulièrement significatif. Mais on sait également que dans le domaine agroalimentaire, la dépendance du Royaume-Uni est très importante aux importations, exportations, surtout aux importations de biens agroalimentaires de l'Union européenne, et qu'en cas de no deal, non seulement ce sont des tarifs, des droits de douane qui seraient fortement augmentés, mais également des délais qui pourraient être problématiques pour des biens qui restent très sujets, particulièrement exposés aux délais. Merci. La question suivante, à voir aussi sur l'accord et les négociations. Plusieurs questions liées à la possibilité que le Royaume-Uni enfreigne l'accord de retrait. Est-ce que c'est envisageable selon toi? Avec quelles conséquences pour l'Union européenne et quelles mesures de rétorsion possibles? La question qui concerne le Internal Market Bill, qui a achevé de susciter la méfiance des Européens, elle porte notamment très spécifiquement sur la question des aides d'État
et sur le fait que l'Irlande du Nord, dans l'accord de retrait, reste soumis aux réglementations européennes. Et de ce fait, il y a un effet un petit peu d'extension de la portée de cette clause, dont les Britanniques se sont rendus compte un peu tardivement, juste avant la signature de l'accord de retrait, et qui concerne la possibilité que des entreprises qui sont implantées à la fois en Irlande du Nord et dans le reste du Royaume-Uni puissent être également concernées par des réglementations européennes et puissent être rattrapées d'une certaine façon par des réglementations européennes qui seraient plus exigeantes que les réglementations britanniques. La décision qui a été prise côté britannique, justement, de pouvoir envisager un non-respect de l'accord de retrait, pour le moment, je dirais que le gouvernement britannique reste ferme sur le rejet de tout amendement à cette clause. On imagine assez mal le Parlement européen ratifier un quelconque accord si la position britannique ne bougeait pas sur ce point-là. Merci. Alors, tu as en partie ouvert sur la prochaine série de questions qui intéresse visiblement beaucoup nos auditeurs. C'est la question de l'Irlande du Nord. Donc, qu'en est-il de la frontière avec l'Irlande du Nord? Et est-ce que le Royaume-Uni est préparé à créer une frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne? Je pense que cette question de recréer une frontière, il faut se souvenir les termes de l'accord de retrait. Ce qui a été conclu, c'est finalement de reporter, pour éviter de rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, reporter à la mer les contrôles, ce qui voulait dire la mise en place de contrôles déplacés. Et il y a actuellement une inquiétude encore sur l'état de préparation côté britannique, à la fois des systèmes de contrôle, de certification, un peu au-delà de la bonne volonté, même des capacités. Je dirais à la fois sur les moyens matériels et puis sur l'application même de ces contrôles, les règles, les produits qui vont être visés, puisqu'il faut se rappeler que les produits qui doivent être contrôlés pour rentrer sur le marché unique par la porte de la République d'Irlande, et donc déjà l'Irlande du Nord, ce seront les produits qui ne sont pas destinés à être consommés en Irlande du Nord, venant du Royaume-Uni en Irlande du Nord, mais qui sont destinés simplement à traverser l'Irlande du Nord pour continuer leur route vers la République d'Irlande, et que le Royaume-Uni doit encore se prononcer dans un financial bill sur la liste de produits qu'il ciblerait, qu'il identifierait de manière unilatérale comme étant des produits destinés à aller en Irlande et non pas à être consommés en Irlande du Nord. Et là-dessus, c'est un élément sur lequel on imagine assez mal que ça puisse faire l'objet d'une démarche unilatérale. Il faut qu'il y ait une concertation au sein du comité mixte composé à la fois de représentants européens et britanniques. Et les Européens veulent évidemment avoir un rôle de supervision sur ces contrôles. Merci. Alors, on a parlé des réglementations, des négociations. Peut-être la question suivante est un peu plus politique. Un auditeur nous demande dans quelle mesure le fait de ne pas avoir un accord serait une nouvelle négative pour l'Union européenne en termes politiques et économiques. Il y a un objectif de négociation et encore une fois d'obstination des Européens à obtenir un accord qui est clair. La main est toujours restée tendue, malgré même la provocation sur l'accord de retrait, même si la position européenne est très ferme. Il faut aussi prendre la mesure de la fermeté de l'Union européenne sur ses intérêts de long terme. Et c'est ce qui explique cet enjeu sur le contrôle des aides d'État et plus globalement du level playing field. Parce que le level playing field ne se limite pas à la question des aides d'État. Il y a également les normes sociales et environnementales, mais bien au-delà, il y a toute une série d'éléments de compétition. Et on pourrait dire même sur les enjeux toutes les concessions qu'on peut faire sur différents sujets contribuent ou pas à établir un contexte de compétition loyale.
les Européens ne sont pas prêts à transiger, encore une fois, sur ce qui pourrait créer des fragilités au sein du marché unique, qui pourrait exposer plus spécifiquement certains États membres pour des intérêts de plus court terme, et notamment le coût même d'un no deal. Au-delà du coût économique immédiat, avec un retour des tarifs douaniers, dont évidemment on n'a pas besoin aujourd'hui dans le contexte actuel, il y a toute la complexité de ce que ce no deal apporte, avec l'incertitude que ça apporte sur toute une série d'enjeux et qui est plus difficile à chiffrer en tant que tel, mais qui est un élément négatif de court terme dont on se passerait bien. Mais je pense qu'il y a un enjeu de solidarité aussi entre les 27 qui a été affiché très clairement depuis le départ et que Michel Barnier a incarné, a défendu, et qui est encore défendu aujourd'hui dans la dernière ligne droite des négociations, et qui tient sur des enjeux même de la pêche. On a pu souligner en effet que ce sont certains États membres qui sont plus concernés que d'autres. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on voit que c'est un enjeu d'approvisionnement plus général et que la position de la Commission européenne a toujours été de défendre les intérêts de tous les États membres. Et on peut se souvenir justement pour Gibraltar, la question a été vraiment derrière l'Espagne dans la défense de la question de Gibraltar. Très bien, merci beaucoup. Et ben, je pense qu'on on va arrêter là pour les questions. Mais on remercie tous les participants pour leurs belles questions sur ces questions encore très épineuses. Avant de clore le webinaire, je voulais signaler aux auditeurs deux publications récentes d'Elver Fabry. Donc, encadrer les aides d'État à l'ère post-Covid, le test du Brexit et la nouvelle économie du Brexit, un Brexit à contre-temps, un article paru dans la revue de l'IFRI Ramsès 2021 aux éditions Duno. Nous vous les enverrons dans la foulée de ce webinaire. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à cette Euroquestion. L'enregistrement restera disponible sur YouTube et sur le site de l'Institut Jacques Delors. Et le prochain Euroquestion sera annoncé dans les jours qui viennent. Et les informations d'inscription seront bientôt disponibles sur nos plateformes. Bon après-midi à tous et merci beaucoup d'avoir suivi cette Euroquestion.